Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. I'm from outer space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away. I'm a nobody now, make a move, start a waves. I've been breathing on my fire for a long time. I had a vision from the birds, they wanna go sign. Artificially intelligent way. I'm your future, past and present, I'm a fine line, yeah. C'est vrai que des fois c'est assez curieux quand même les courbures qu'il y a avec les arcs-en-ciel et comment ils se croisent et comment elle est la lumière en vrai ça révèle des... C'est assez joli à voir quand même et assez impressionnant parce que c'est des montagnes qui sont vraiment raides d'un coup et comme quoi il n'y a pas que des murs de glace, hein. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué que sur TikTok, l'algorithme avait totalement changé? Je parle des vidéos que tu as l'habitude de regarder. Quand tu swipes, depuis 1 an, 2 ans, l'algorithme a pris l'habitude de ce qu'on regarde. Là, moi, par exemple, je tombais souvent sur des vidéos d'alerteurs. Ben là, les alerteurs, on les voit plus. Disparu. Tous ceux qui avaient des sortes de médias indépendants et qui donnaient les vrais avis ont disparu de mon algorithme. Alors que c'est vraiment les vidéos que je regarde de base. Genre les filles en train de danser en selfie sur leur téléphone, c'était pas mon algo. Aujourd'hui, j'en ai 4 fois plus. Et en termes d'information et de médias, dans mon algorithme, je n'ai plus que les Hugo Décrypte, les Paris Match, tous les médias bien officiels et bien politisés. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en France, on a forcé l'algorithme à changer, mais qu'on ne nous l'a pas dit. Les élections arrivent bientôt, alors est-ce qu'il y a eu manipulation? Je ne sais pas. En tout cas, à la télé, déjà, ça commençait à parler de changer l'algorithme, fermer les comptes de certains alerteurs. Parce que toi aussi, du coup, ton algorithme a changé. Dis-moi en commentaire si tu l'as constaté. Parce que le monde part totalement en live. Pendant un temps mon algo il montrait des vidéos qui avaient un peu rien à voir de base ce que je regardais sur ce compte et au bout d'un moment c'est redevenu un peu normal mais j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à ce qu'on enregistre etc. Après je sais pas si c'est pour nous faire des vidéos ou pas honnêtement. D'où venait tant de métal à une époque où le principal moyen de transport était le cheval et la charrette? L'apogée de cette absurdité technologique fut le Crystal Palace à Londres et la Tour Eiffel à Paris. Les historiens affirment calmement que ces colosses ont été conçus sur papier à la lueur des bougies, puis coulés et assemblés à la main par des ouvriers semi-analphabètes en un temps record. Mais dès que l'on prend une calculatrice et un manuel de métallurgie, la version officielle commence à se fissurer de toutes parts, révélant un vide terrifiant. Notre enquête commence par la merveille de l'ère victorienne, le Crystal Palace de Londres, prétendument construit en 1851. Cette gigantesque structure de verre et de fonte a été érigée en quelques mois seulement. Le hall d'exposition couvrait plus de 90 000 mètres carrés pour une longueur de 564 mètres. Et tout cela, selon les manuels, a été conçu par un jardinier, Joseph Paxton, un homme qui n'avait construit que des serres auparavant. Soudain, il crée un projet nécessitant des calculs d'ingénierie dignes de la science des matériaux modernes. Mais le plus incroyable réside dans les matériaux. La construction a nécessité 4500 tonnes de structures en fonte et en fer, sans compter les 300 000 panneaux de verre soufflés à la main. 4500 tonnes de métal. Au milieu du 19e siècle, la métallurgie, nous dit-on, n'en était qu'à ses débuts. Pour produire une telle quantité de fonte pure et de haute qualité pour les structures porteuses, il fallait traiter des dizaines de milliers de tonnes de minerais et brûler des montagnes de charbon. Où se trouvaient ces mines géantes? Où étaient les fonderies capables de produire des matériaux d'une telle qualité à un tel rythme? À en juger par les statistiques de production de fonte de l'époque, toute l'industrie britannique aurait dû travailler exclusivement pour ce palais, arrêtant la production de rails, de machines et d'armes. Transportons-nous maintenant en France en 1889, au pied du symbole de Paris, la Tour Eiffel. Des fois c'est assez curieux quand ils disent que ça a été construit en aussi peu de temps avec autant de matériaux, c'est vrai qu'on peut se poser des questions surtout si ça pousse à devoir arrêter toute l'industrie de la métallerie en Angleterre pour construire un seul bâtiment. Je pense pas qu'ils ont fait ça. Après, il pourra avoir d'export, mais ça reste assez impressionnant. Qui vous a dit qu'il y avait des choses que vous pouviez faire et d'autres que vous ne pouviez pas faire? Qui vous a dit que vous ne pourriez pas réussir? Qui vous a dit de ne jamais faire quoi que ce soit tant que ce n'était pas parfait? Et bien ça, généralement, c'est la honte.
Et ces choses-là, elles viennent d'expériences que vous avez vécues ou de ce que certaines personnes vous ont dit. Il y a forcément des personnes qui ont dû vous dire ça au départ, car lorsque vous étiez enfant, ce n'était pas vos croyances. Lorsque vous êtes né, tout était possible. Les enfants, ils croient au Père Noël. Ils croient quasiment à tout ce qu'on leur raconte. Et malheureusement, si on leur dit que certaines choses sont pas possibles, ils vont croire que c'est pas possible. Mais parfois, bien souvent, ce sont des croyances limitantes que les adultes imposent aux enfants. Dès lors, il faut réussir à se libérer des choses qui étaient factuelles et de celles qui n'étaient que des sortes de suppositions et de croyances qui nous ont été injectées contre notre volonté. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir une vie grandiose et qui pourraient faire des choses incroyables. Et malheureusement, elles ne le font pas parce qu'elles ont peur. Elles attendent que les choses soient parfaites. Elles ont le syndrome de l'imposteur. Et malheureusement, elles qui pourraient apporter plein de choses au monde ne le feront jamais parce qu'elles ont trop peur de le faire. Par exemple, poster ce genre de vidéo, moi ça me faisait peur au début. Et lorsque j'ai commencé, j'ai apporté énormément de valeur à beaucoup de personnes qui sont venues me remercier d'exister, qui sont venues me remercier pour tout ce que je faisais. Et je ne pensais pas au début que ça aurait pu intéresser qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je redonne de l'espoir à certaines personnes. Et combien d'entre vous qui regardent cette vidéo pourraient aussi avoir une importance capitale sur le monde? Il faudrait que vous commenciez à créer plutôt qu'à consommer. Mais pour créer, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Pour créer, il faut aussi oser publier, même quand ce n'est pas parfait. Mon message du jour, c'est lancez-vous, n'hésitez pas, il y a peut-être une personne, et même si ce n'est qu'une personne qui pourrait apprécier votre travail, peut-être que votre travail pourra la sauver. Alors n'hésitez pas et foncez. On se fait des croyances comme quoi on peut pas faire les choses, qu'on n'y arriverait pas, que c'est trop dur, et cetera, et on prend même pas la peine d'essayer, on se met des barrières à essayer de vouloir tout parfait et on se lance, jamais au final. Mais c'est vrai que des fois de se lancer, ça fait en fait, ça marche et faut pas trop se prendre la tête pour ça. N'hésitez pas trop et lancez-vous. Je suis tombé sur un audio, c'est une mère de famille qui avait la garde alternée de sa fille avec son papa du coup. Et donc elle passait, je crois, sa fille venait que les week-ends chez sa mère et toute la semaine elle passait chez son papa, etc. Bref. Et donc la meuf appelle la police, enfin le truc de spécial pour les enfants. Et elle leur dit ouais, bonjour, etc. Voilà, j'ose parler, etc. Ça fait quelques mois que ma fille me parle de choses horribles qu'elle vit avec son père, le policier. Oui. Elle dit quoi genre? Et la meuf elle commence à répondre ouais, elle parle doigt dans le trou du pipi, dans le trou du caca, de zizi dans la bouche, etc. Première réaction du policier, vous savez c'est quoi? Non mais vous savez les enfants, ils inventent plein de choses à cet âge-là. Je pense vous pouvez pas croire juste des mots qu'elle dit comme ça au hasard. Hein. Non, non, arrêtez de paranoïer. Il faut sortir un petit peu, etc. Genre, vous êtes complètement folle. Il raccroche. AZBG. Là, t'es la daronne ou t'es le daron à ce moment-là. T'es en train de raconter que ta fille ou ton, enfin, c'est pas possible. Cette réaction. Et c'est la première réaction. C'est même pas. Il a essayé de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la première réaction. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide et de conseils au sujet de ma fille. Oui. Elle a quel âge votre fille? Elle a 4 ans et demi et elle m'a parlé de choses à caractère sexuel qui se passent quand elle est chez son père. Quel est votre nom? Et donc, quel souci? Votre fille raconte des choses, c'est ça? Voilà, elle raconte des choses qui sont extrêmement choquantes. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, elle m'a parlé de doigts dans le trou du pipi, de doigts dans le trou du caca. Oui. Pour les enfants de 4 ans, c'est assez fréquent de dire ce genre de langage, il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Hein. À l'école aussi, ça raconte pas mal de choses, c'est pas forcément lié à son père. Hein. C'est pas votre cerveau d'adulte de fantasmer sur le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. Hein. D'accord? Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Je vous dis, à cet âge-là, moi vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, c'est pas parce qu'elle parle de ça que c'est lié à un abus sexuel. Il faut arrêter avec ces histoires, d'accord? Mais bon, je vous dis, madame, un enfant de 4 ans et demi, c'est du tout et n'importe quoi. Faut pas du tout se fier à leurs paroles. Hein. Parce que vous êtes séparés de cette homme-là, que certainement il fait du mal à votre fille. Hein. Voilà, chère madame. Bonne journée. C'est vrai que le sentiment d'injustice qu'elle doit avoir la dame, parce que je pense que pour qu'un enfant parle de ça, c'est que c'est pas sans raison, il se passe quelque chose, ou elle a vu quelque chose, ça sort pas de nulle part, et ça vient pas forcément de l'école. Donc elle envoie un message de détresse et puis c'est comme ça qu'elle se fait renvoyer en fait. Donc c'est vrai que là, ça devient vraiment problématique.
Les guêpes ne meurent pas du tout après nous avoir piqué. Et elles peuvent même te piquer plusieurs fois si elles en ont envie. Et sur le sujet des guêpes, le truc à savoir c'est qu'il y en a beaucoup plus à la fin de l'été, surtout en août. Là, c'est le festival. Donc préparez-vous un peu quand même. Et ça, c'est parce qu'au début de l'été, les guêpes passent leur temps à chasser des insectes pour nourrir leurs larves. Est-ce que je vais réussir à trouver un emoji larve? Comment je vais illustrer? Bon, je trouverai. Mais à partir du mois d'août, il y a de moins en moins de larves dans le nid. Donc les guêpes perdent leur principale source de sucre et elles viennent la chercher où? Dans nos assiettes. Et maintenant, on le sait, le pire truc à faire s'il y a une guêpe qui rôde autour de toi, c'est de t'agiter. Ça va l'énerver et elle va très certainement finir par te piquer. Et l'autre réflexe qu'on a tous, mais qu'il faut pas du tout faire, c'est de souffler sur la guêpe. Pareil, elles peuvent interpréter ça comme une agression et s'énerver et vous piquer. Pareil, les guêpes sont souvent attirées par les parfums floraux ou fruités. Ça leur rappelle l'odeur des fleurs et ça leur donne un peu envie de venir voir de plus près ce qui se passe, c'est-à-dire sur vous. Par contre, la technique qui marche souvent très bien pour les faire fuir, c'est le ventilateur. Tout simplement parce que les guêpes volent moins bien dans un courant d'air et qu'en plus ce vent va disperser les odeurs de nourriture qui les amènent à toi. Perso, je trouve que c'est cette technique qui fonctionne le mieux, mais si t'en connais d'autres, tu peux les laisser en commentaire. Et si tu connais d'autres choses sur le sujet, pareil, tu peux le raconter en commentaire. C'est vrai que on pourrait confondre les guêpes et les abeilles, comme quoi le dard il s'enlève, mais en fait pas du tout. Et voilà, hein, pas mettre trop de parfum au niveau d'odeur de fleurs si vous avez pas envie d'être envahi. On l'appelle la plage la plus dangereuse de la planète, et ce n'est pas à cause des requins ou des courants. Ici, c'est l'océan lui-même qui veut votre mort. Bienvenue à Praia do Norte, à Nazaré, au Portugal, où les vagues ne se brisent pas, elles explosent chaque hiver. La mer traverse un immense canyon sous-marin qui agit comme un gigantesque canon naturel, s'étendant sur plus de 183 km et atteignant près de 5 km de profondeur. Ce canyon transforme l'énergie brute de l'océan en murs verticaux d'eau, des vagues gigantesques pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Ce n'est pas simplement du surf, c'est une confrontation titanesque avec la nature. Ici, Gareth McNamara a surfé une vague plus haute qu'un immeuble, et ici, Cox a battu des records sur un colosse de 24 mètres. Et c'est aussi ici que Maya Gabeira, reine du courage, a failli se noyer en tentant de battre son propre record du monde avant de revenir pour l'accomplir. Les habitants disent que la mer ici respire différemment. Une seconde, c'est le calme, la suivante, c'est le chaos incarné. On l'appelle une plage, mais chaque surfeur connaît la vérité. C'est une arène où l'homme affronte la nature, et où chaque vague pourrait être la dernière. Oseriez-vous l'affronter, ou préféreriez-vous simplement l'observer? C'est quand même, ça doit être vachement impressionnant à voir des vagues aussi grosses que ça, et on pourrait dire, ouais, il y a un tsunami, mais en fait, non, pas forcément. Et je sais pas si j'oserais surfer des vagues aussi grandes que ça quand même, hein, parce que là, ça tombe sur nous, c'est fini. Tout le monde admire les grands esprits, mais personne ne parle de la solitude qui les accompagne. L'histoire montre que les personnes qui voient le monde différemment passent une grande partie de leur vie à être incomprises. Léonard de Vinci remplissait des carnets d'idées que son époque n'avait pas les moyens de réaliser. Nikola Tesla imaginait des technologies que beaucoup considéraient comme impossibles. Avant d'être reconnus, ils ont d'abord dû accepter de marcher seuls. Quand ton esprit est tourné vers la profondeur, tu finis par te sentir étranger à ce qui paraît normal aux autres. Les conversations superficielles t'épuisent. Tu recherches des réponses là où la plupart ne voient même pas les questions. Tu ressens qu'il existe quelque chose de plus grand à accomplir même si tu ne sais pas encore exactement quoi. C'est souvent à cet instant que la solitude s'installe, non pas parce que personne ne t'aime, mais parce que peu de personnes comprennent réellement ce qui t'habite. Les plus grandes visions naissent rarement au milieu de la foule. Elles prennent forme dans le silence, le doute et l'incompréhension. C'est là que se forge la conviction. C'est là que beaucoup renoncent et que quelques-uns continuent. Si tu te sens seul parce que tu refuses de vivre une vie qui ne te ressemble pas, ne prends pas cela comme une faiblesse. Certains chemins ne peuvent être parcourus qu'en solitaire. Peut-être que cette solitude n'est pas un obstacle. Peut-être est-elle simplement le signe que ton destin t'emmène là où très peu de personnes ont le courage d'aller. C'est ça, en quelque sorte, d'avoir trop d'avance sur les gens. On fait des choses que les autres comprennent pas et après on se retrouve seul parce que c'est comme ça. Tu savais qu'à moins d'1 heure de Lyon, tu pouvais visiter une grotte avec près de 1000 mètres de galeries souterraines? Aujourd'hui, je te fais découvrir un lieu d'exception, les grottes de la Balme. Creusées naturellement grâce à l'érosion, cette immense grotte abrite de nombreux passages plus ou moins étroits, ainsi que de magnifiques bassins d'eau naturelle. La visite coûte 11 € par personne et dure environ 1 heure. Elle peut être guidée ou non. Avec mon copain, on a donc décidé de la visiter par nos propres moyens et le parcours était très bien balisé. La grotte abrite une grande quantité de chauves-souris de races diverses et apparemment, on peut des fois les apercevoir. Mais nous, on n'en a pas vu. Et à la fin de notre visite, on a pu découvrir l'intérieur de la petite chapelle qui trône à l'entrée de la grotte. Pour moi, c'est clairement une activité à faire en famille, entre amis ou en amoureux. Et avec la canicule cet été, c'est aussi un bon moyen de rester au frais. En vrai, je me dis, ça fait un endroit joli à aller voir en vacances pour faire du tourisme. Une petite journée de tourisme comme ça. Bon, les incendies, les canadaires, l'autre, il a dit ça. Nous en avons 12 aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés
et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. 16, y a pas. Ils ont gardé les 12 mêmes Canadaires qui sont encore plus vieux que la grand-mère à Brigitte. Et sur les 12, il y en a 7 qui sont en maintenance. Ils sont tellement éclatés, ils passent plus de temps au garage que Gérard Larcher à la cantoche, t'imagines? Et l'autre Bamtrag, écoute. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir dès 2017-2018 pris les premières décisions. Hein? Tu te félicites? Mais toi, tu te félicites d'une décision. Moi, j'ai envie de te mettre des dards. Je vais pas me féliciter d'avoir eu l'idée, si bonne soit-elle. Je me féliciterai le jour où ma main, elle va fusionner avec ton nez. Moi, ça m'en fout. Mais c'est ça le truc en fait, c'est qu'ils disent qu'ils font des choses et qu'ils vont faire des choses, qu'ils vont investir, etc. Mais à chaque fois quand ils disent investir, il faut entendre détournement d'argent. Quand ils disent qu'ils ont fait les choses, c'est qu'ils vont rien faire et qu'ils ont rien fait. En fait, ils font que mentir ces gens-là, c'est incroyable. Les pays d'Afrique à visiter, partie 11. Imagine un pays où tu peux assister à l'une des plus grandes migrations animales de la planète. Puis quelques jours plus tard, te détendre sur des plages au bord de l'océan Indien. Tu peux partir en safari dans la réserve nationale du Masai Mara, où plus d'1 million de gnous, accompagnés de centaines de milliers de zèbres et de gazelles, traversent les rivières sous les yeux des crocodiles, des lions et des guépards. Et c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les Big Five. Le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros et le buffle. Si tu préfères les montagnes, direction le parc national d'Amboseli, célèbre pour ses immenses troupeaux d'éléphants avec le Kilimandjaro en toile de fond. Au lever du soleil, quand son sommet enneigé apparaît au-dessus de la savane, le paysage est tout simplement spectaculaire. Tu peux aussi rejoindre la côte et découvrir Gianni Beach, réputé pour son sable blanc, ses cocotiers et son eau turquoise. Tu peux y faire de la plongée, du snorkeling ou partir en excursion pour observer les dauphins. Un peu plus au nord, tu peux explorer Lamu, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où les ruelles étroites, les maisons en pierre de corail et les portes sculptées racontent des siècles d'histoire swahili. Là-bas, les voitures sont quasi inexistantes et les déplacements se font encore souvent à pied ou à dos d'âne. Tu peux également rencontrer le peuple Maasai, découvrir certaines de leurs traditions et leur mode de vie, profondément liés aux grandes plaines de la savane. Leurs vêtements rouges, leurs danses traditionnelles et leur culture sont devenus l'un des symboles du pays. Et côté cuisine, tu peux goûter au nyama choma, de la viande grillée souvent partagée en famille ou entre amis, accompagnée d'ugali, une spécialité à base de farine de maïs, ou encore de chapati, de fines galettes de pain très populaires dans le pays. Sur la côte, tu retrouveras aussi une cuisine swahili, influencée par les épices, la noix de coco et les fruits de mer, avec des plats comme le pilo, un riz parfumé aux épices, ou encore le samaki wakupaka, un poisson grillé à la sauce coco. Entre safari, montagne, plage paradisiaque, ville historique et tradition ancestrale, ce pays a de quoi séduire tous les voyageurs. Et ce pays, c'est le Kenya. Chaque jour, je te fais découvrir un nouveau pays d'Afrique à visiter, alors n'oublie pas de t'abonner. En vrai, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits jolis à aller voir et ça serait un endroit qui pourrait être pas mal à visiter en vrai. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.